Le grand entretien de cette édition du 14h de Radio J, Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabo-musulman. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Sortir du chaos, paru chez Gallimard. Mais votre bibliographie est également très riche de travaux sur le djihadisme, notamment un fameux Terreur dans l'Hexagone, jeunesse du djihad français, paru en 2015 chez Gallimard et coécrit avec Antoine Jardin. Gilles Kepel, ce djihad de l'année 2015, il est justement au cœur du procès qui s'est ouvert ce matin à la Cour d'assises spéciale de Paris, procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 qui ont fait 17 morts à Charlie Hebdo et à proximité, à Montrouge et à l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Ce procès, Gilles Kepel, est-il le premier du genre de ce nouveau djihadisme français, plus encore que celui d'Abdelkader Meral l'an dernier? Par son ampleur, oui, bien sûr, il a une importance particulière parce qu'on attend de lui beaucoup une manifestation de la vérité, d'autant que le procès Merat et le procès en appel n'avaient pas été particulièrement convaincants. Mais c'est effectivement l'affaire Merat qui lance ce djihadisme d'un nouveau genre et dont on trouvera du reste les mêmes ingrédients. Vous voyez, la Merat tue d'abord des militaires français d'origine maghrébine supposée, certains ne l'étaient pas mais ils le croyaient, et ensuite des juifs. Et idem, à Charlie Hebdo, on tue des journalistes qui ont osé caricaturer le prophète, et après, à l'hypercachère, des juifs. C'est le même modèle qui a été mis en place dès 2005 par l'idéologue syrien Abu Mus'ab al-Souri, dans son énorme bouquin Appel à la résistance islamique mondiale, que peu de djihadistes ont lu comme tel, mais dont ils ont vu, à travers les tweets, les retweets, les likes, etc., les éléments idéologiques. Et c'est ça qui a structuré intellectuellement et pour l'action toute cette mouvance. Et ça, c'était la grande erreur du renseignement français, en l'occurrence de M. Squarcini à l'époque. En 2012, avait fait, en 2012, mais il a réitéré ses inepties l'année dernière au procès d'Abdelkader Merat, selon lequel Merat n'était qu'un loup solitaire. Et les universitaires qui suivaient ça savaient très bien que ce n'était pas le cas. Et cette erreur majeure de notre renseignement nous a coûté extrêmement cher en retard et aussi, il faut le dire, en vie humaine. Alors, heureusement, les choses aujourd'hui sont tout à fait rétablies et ces imbécilités ont été oubliées. Le procès de Charlie, contrairement, et de l'hypercachère, de l'assassinat de Mme Jean-Baptiste, contrairement à ce que j'ai pu lire dans Ici ou Là, n'est pas le procès de lampiste. Il faut sortir de cette espèce de culture de l'excuse islamo-gauchiste. Ce n'est pas le procès des petites mains du djihadisme. Non, pas du tout. Vous avez vu ça dans le monde aujourd'hui. C'est le contraire. C'est tous ces gens qui ont participé. Alors, je ne les incrimine pas, moi, le procès des sidras des uns et des autres, mais ceux qui participent à cette affaire se connaissent tous depuis longtemps. Les uns... Ils sont en France, en Belgique, ils sont passés en Irak, ils sont passés en Tunisie, en Algérie. Ils iront ensuite en Syrie, les uns ou les autres. Donc, distinguer des petites mains victimes, innocentes, et puis des vilains idéologues qui sont morts ou en fuite en Syrie, c'est le même niveau d'ineptie que celui qui considère à penser Merat simplement comme un loup solitaire, vous voyez. Pour rappel, Gilles Kepel, pour nos auditeurs, ce sont 14 personnes qui sont jugées à partir d'aujourd'hui, avec des degrés de responsabilité fluctuants. Grands absents de ce procès, l'épouse religieuse d'Ahmedi Koulibaly, Ayad Boumedienne, et les frères Beloussine, qui sont des soutiens opérationnels, qui ont été des soutiens opérationnels de Koulibaly. Les trois sont présumés morts. Plus que ça, en ce qui les concerne, tout ce qu'on sait... Moi, ce que je connais en source ouverte et avec les renseignements que nous avons comme universitaires, les informations, les gens qui nous ont parlé, là, on est quand même proche du dur idéologique. C'est pas juste du soutien logistique.
Quant à Madar, alors les frères Belhoussin, donc dont l'un avait fait les études d'ingénieur à l'école des mines d'Albi. Albi, une ville très importante pour le djihadisme français parce que c'est la ville de Thomas Barnoin, l'un des principaux penseurs francophones de Daesh, qui a d'ailleurs eu maille à partir avec Daesh, que les Kurdes ont arrêté, dont on ne sait pas très bien où il est, dans un camp du Kurdistan ou non aujourd'hui. Donc, eux ont été quand même les expertises graphiques auraient démontré que l'un des frères Belhoussin aîné avait rédigé le serment d'allégeance à Abou Bakr el-Baghdadi, diffusé par la vidéo testamentaire de Koulibaly. Quant à Hayat Boumedienne, les informations aujourd'hui disponibles indiquent qu'elle n'est pas du tout morte. Elle avait été une héroïne de Daesh, qui lui avait consacré des tribunes dithyrambiques comme l'épouse du grand martyr dans ses magazines d'art, d'islam et d'adek, en anglais et en français. Et aux informations qu'on a, elle aurait été enfermée sans être reconnue dans les camps kurdes après la débandade de Daesh. Elle s'en serait enfuie à la faveur de l'offensive turque dans la région et serait aujourd'hui dans la bande d'Idlib. Voilà, dans la bande d'Idlib, cette zone du nord-ouest syrien, où les Russes soutenus par l'aviation, les troupes de Bachar al-Assad soutenues par l'aviation russe s'opposent à ce qu'on appelle Hayat Tahrir al-Sham, l'entité pour la libération du Levant, qui est le visage d'Al-Qaïda local, qui est plus ou moins sous surveillance ou sous contrôle des Turcs, et dans laquelle il y a beaucoup de Français, notamment toute la bande de Omar Homsen, dit Omar Diaby, le Sénégalo-niçois. Justement, Gilles Kepel, vous évoquez la Syrie. Qu'est-ce qui a changé depuis 2015 ? Est-ce que l'assèchement, d'une certaine manière, du djihadisme en Syrie sous les coups de boutoir à la fois du régime et surtout de ses parrains russes et iraniens, est-ce que cet assèchement a conduit à une forme de régression de la menace terroriste en France ? Alors, en termes opérationnels, oui. Je vous arrête tout de suite. Les Russes et les Iraniens n'ont pas fait du tout la même chose. Les Russes et les Iraniens, eux, ont utilisé cette espèce de consensus antiterroriste de 2015 pour taper sur les rebelles dont un certain nombre étaient du reste soutenus par l'Occident, anti-Bachar al-Assad, qui n'étaient pas nécessairement des djihadistes. Les djihadistes, bien sûr. Ce sont les Occidentaux, donc les Américains, les Français, les Britanniques, avec un certain appui notamment des Émirats, et de la Jordanie, qui ont multiplié les bombardements sur les zones de Daesh, et du reste, les attentats en France, notamment ceux de novembre, avaient pour objectif de faire cesser les bombardements. Et chaque fois, les attentats de Nice, les attentats de Munich, ensuite, tout là, c'était la revendication, disait, attentat commis par un soldat de l'État islamique en rétorsion au bombardement de la coalition occidentale sur le califat. Vous voyez. Et effectivement, ils avaient pris conscience de ce danger et l'infrastructure quasi-étatique, cet État voyou qui était islamiste, qui était le califat, a été liquidée avec la chute de Raqqa en octobre 2017. Alors après, on a vu qu'il y avait encore des gens qui se terraient, et c'est à Barouz seulement en 2019 que les dernières brigades ont été liquidées. Vous avez encore des gens qui courent dans le désert, il y a des tribus bédouines, soit irakiennes, soit syriennes, mais leur capacité de projection, de construire des attentats, toute une chaîne, une supply chain, si j'ose dire, d'attentats, dont Abdelhamid Abaoud avait été le modèle à l'automne 2015. Là, actuellement, ils n'ont plus la capacité de mener des œuvres de la même ampleur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'irritant d'Idlib, la présence dans ce milieu où on peut se mêler à des réfugiés qui ensuite passent à travers les Balkans, je ne sais trop quoi, incite quand même à une grande prudence.
Dernière question, Gilles Kepel. Le procès qui s'est ouvert ce matin permettra-t-il, selon vous, de mettre au clair un certain nombre de zones d'ombre de ces 3 jours sombres de janvier 2015 ? À qui étaient destinées, par exemple, les armes retrouvées dans la planque d'Amedy Coulibaly ? Que cherchait-il à faire à Montrouge le 8 janvier, la veille de l'attaque contre l'hypercachère, avant de croiser le chemin de la policière Clarisse Agent ? Est-ce qu'il s'apprêtait, par exemple, c'est ce que pense un certain nombre d'enquêteurs, à cibler l'école juive de la ville qui était située à quelques centaines de mètres plus loin? Est-ce que, à votre avis, ces 2 mois d'audience vont permettre d'éclaircir ces zones d'ombre? Écoutez, je l'espère. Je n'ai pas eu accès à la procédure elle-même, mais le travail, il n'y a pas de raison d'en douter. Les enquêteurs ont considérablement amélioré leur connaissance depuis la zone catastrophique de l'affaire Mera. Et ils ont fait des interrogatoires, ils ont eu des commissions rogatoires, etc. Donc, j'attends, comme toute la société française, comme nous tous, nous attendons que ce procès soit un moment d'expression de la vérité. Et sur cette vérité, alors après, il y aura des condamnations ou les acquittements, ça c'est la justice fera son travail, mais surtout, il y aura une justice bâtie sur la vérité. Or, pour l'instant... Il y aura une fonction cathartique aussi pour les victimes et leurs familles ? Oui, bien sûr, ça c'est à espérer. Et puis aussi pour la société, je crois que ça devrait permettre également d'en finir avec ces demi-vérités, ces cultures de l'excuse, etc. Je pense qu'il faut que la France affronte ce phénomène de la violence djihadiste, et également ce à quoi il peut donner suite dans une forme plus atténuée, sous forme de rupture culturelle massive avec la société française et ses valeurs. Soit nous faisons consensus, quelles que soient nos religions, nos origines, nos ethnies, etc., soit on va dans une société balkanisée ou confessionnalisée, dont on a vu les catastrophes du Levant à l'ex-Yougoslavie, en attendant l'Amérique, où aujourd'hui on se compte en blanc, noir et autres. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été mon invité pour ce 14h de Radio J. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Gallimard, Sortir du chaos. Bon après-midi et à bientôt. Merci.